Je me tourne vers le député de La Fontaine pour le premier bloc. Monsieur le député, à vous la parole. Pour une période de 10 minutes, je crois, Monsieur le Président. C'est bien ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, vous nous permettez évidemment de vous saluer, évidemment les collègues qui sont ici avec nous aujourd'hui et bien sûr de saluer M. Bisson, notre jurisconsulte, et de vous remercier, M. Bisson, de nous permettre aujourd'hui, non pas hier, mais aujourd'hui, de vous poser des questions qui sont importantes et qui sont au cœur du débat et de la réforme et des bonifications que nous devons apporter à notre code d'éthique. Première question, M. Bisson. Fiducie sans droit de regard. Une personne qui, aujourd'hui, serait ministre ou premier ministre, mais qui, en vertu d'une fiducie, se permettrait de donner une directive telle que l'ordre de ne pas vendre le bloc d'actions, cette fiducie-là pour un ministre ou premier ministre, est-ce que oui ou non, à la lumière de notre code actuel, elle serait illégale? D'après moi, oui. Elle serait illégale, cette D'après moi, oui. Vous liez cet élément important qui serait illégal au pivot même de notre code, comme étant la pierre d'angle sur lequel, évidemment, les protections nécessaires contre les conflits d'intérêts reposent. Pouvez-vous étayer en quoi cette illégalité, si elle était mise sur place, viendrait remettre en question nos protections contre les conflits d'intérêts? Oui. Écoutez, l'article 45, il est, à mon avis, très clair. Vous vous dessaisissez de tous vos titres dans une entreprise où c'est coté en bourse. C'est très clair. Ou, si vous voulez les garder, bien, vous avez la solution de la fiducie sans droit de regard. Mais la fiducie sans droit de regard doit avoir le même effet que de se départir de ses actions. Parce qu'il faut que le membre du conseil exécutif soit ignorant de ce que la fiducie contient, de sorte qu'il peut se prononcer sur différentes questions, comme il doit se prononcer comme ministre et membre du conseil exécutif, aussi bien à son ministère qu'aux réunions du conseil des ministres, sachant pas que la fiducie peut être actionnaire d'une entreprise dont le problème est soumis à son ministère ou encore dont le problème est discuté au conseil des ministres. Je vais vous donner un exemple. La fiducie contient des actions. Je vais prendre deux entreprises bien connues qui ont sans doute des contrats avec le gouvernement par différents ministères. Je vais nommer CGI puis IBM. Alors, il y a une discussion au Conseil des ministres sur l'opportunité, pour une raison ou pour une autre, de confier un contrat à une autre de ces entreprises. Le ministre qui a fait une fiducie en droit de regard ne peut discuter librement parce qu'il ne sait pas que dans sa fiducie, et c'est à la vue du public, qu'il ne sait pas dans sa fiducie s'il y a des actions ou non de CGI ou de IBM. Autrement, s'il le savait, on pourrait lui dire, bien, monsieur, vous êtes dans votre ministère, vous êtes en charge, vous n'avez pas le droit de prendre part à quoi que ce soit, et même que votre ministère donne un contrat. Même chose s'il y a une discussion au conseil exécutif. Donc, c'est essentiel que le membre du conseil exécutif soit ignorant de tout ce que contient la fiducie, parce qu'au départ, il aurait dû en disposer, mais on lui donne la chance de les placer dans une fiducie sans droit de regard, l'article 45. Et diriez-vous que cet état de fait-là, qui est le droit actuel en vertu de notre code, il était clairement établi de cette façon-là dès son adoption en 2010, parce que je vais vous citer le 5 juin 2009, dans le cadre du projet de loi 48, qui allait donner unanimement suite par le nouveau code, celui qui nous régit aujourd'hui, vous disiez, et je vous cite, « Alors, une fiducie sans droit de regard, c'est celle où vous ne pouvez absolument rien faire. » Seriez-vous d'accord avec l'affirmation que ce que vous venez de dire était également très clairement étayé dès 2009, notamment parce que vous veniez nous dire ici à l'Assemblée nationale le 5 juin 2009. Seriez-vous d'accord avec cette affirmation-là? Oui, je n'ai pas changé d'idée. Je l'ai étayé de façon peut-être plus claire et plus en se fondant sur des principes. Et permettez une digression. Certains pourraient être tentés de plonger dans le Code civil pour permettre
On a dit, par exemple, ce que vous avez peut-être lu ou d'autres, bien, le fiduciaire, pas le fiduciaire, le constituant, il peut bien dire, vous ne vendrez pas la maison patrimoniale. Bon, probablement, mais ce sera en vertu du Code civil. Je vais vous lire un article qui démontre qu'il faudra faire très attention lorsqu'on vous invitera à examiner le Code civil à certains articles. Alors, je vous lis l'article, si vous permettez. L'article 1275. Le constituant, dans notre cas, on s'entend que c'est le membre du conseil exécutif, ou le bénéficiaire d'une fiducie quand il y a un bénéficiaire, peut être fiduciaire. Bon, alors le constituant peut être fiduciaire. Donc, s'il peut être fiduciaire, il est au courant de tout ce qui se passe dans la fiducie. Alors, le constituant, le bénéficiaire peut être fiduciaire, mais il doit agir conjointement avec un fiduciaire. Il faut qu'en plus de lui, comme fiduciaire, il y ait un autre fiduciaire. Mais c'est évidemment que les deux vont agir conjointement et qu'il n'y ait pas ni le constituant ni le bénéficiaire. Il faut aller chercher quelqu'un à l'extérieur, mais vous, constituant, vous pouvez être également co-fiduciaire. Alors, on voit que ça n'a aucun sens de faire appel à certaines dispositions du Code civil qui n'ont rien à voir avec ce dont nous parlons aujourd'hui. Parce que ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est que le constituant ne doit être absolument pas au courant de ce qui la constitue, de la même manière que s'il avait vendu, bien, il ne serait pas au courant, il n'y a plus rien. C'est les deux alternatives, devrais-je dire, que donne l'article 45. Et cette opinion qui est très claire, et je vous réfère au document que vous écriviez le 10 mars 2015, qui fait 4 pages, là, votre opinion écrite du 10 mars 2015 avec les autorités, références à l'appui et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a place à l'interprétation dans le droit actuel? Ou selon vous, votre position, puis je veux dire comme ancien juge à la Cour supérieure, juge à la Cour d'appel, vous avez vu passer dans des litiges commerciaux et autres des actes de fiducie, vous en avez vu un puis un autre, vous êtes capable de faire la distinction entre les différents éléments. Diriez-vous qu'aujourd'hui, il y a place à l'interprétation sans droit de regard dans le contexte du Code actuel, ou, selon vous, votre expérience des nombreuses années, c'est très, très clair que ce serait illégal d'avoir droit de regard, sans droit de regard, mais d'interdire la vente? Autrement, on n'éviterait pas les conflits d'intérêts. C'est ce qu'il faut, qui est à la base, c'est d'éviter des conflits d'intérêts. Hein? Et c'est pour ça, l'article 45 est le premier article dans le chapitre des conflits d'intérêts. On s'adresse aux membres du conseil exécutif. Et je pourrais ajouter que dans les autres provinces, dans la législation, qui a trait à la législation, soit sur le commissaire à l'intégrité où il y a différents noms, on donne toujours dans la législation les caractéristiques de ce que doit être ce qu'on appelle un blind trust, eux autres, et ce qu'on appelle nous autres ici un blind trust, fiducie sans droit de regard. Alors, on donne les différentes caractéristiques. On dit, par exemple, que dans la déclaration que le fiduciaire fait au commissaire, la déclaration qui ne sera pas connue du public, parce qu'elle était connue du public, évidemment, le constituant serait mis au courant. On donne la valeur globale, mais on ne parle pas de la nature du tout, du contenu de la fiducie. Alors ça revient périodiquement dans la législation des autres provinces et de la Chambre des communes également. Merci beaucoup. Les règles parlementaires font en sorte qu'il me reste 1 minute 15 secondes, mais je pense que sur ce point-là, ça vaut la peine de vous reciter 5 juin 2009, projet de loi 48, qui allait être notre nouveau code. À l'époque, qui est le code actuel, vous étiez jurisconsulte, vous disiez, je vous cite, « Généralement, la personne conserve un droit de regard, va dire à son fiduciaire, tel placement, ça ne me convient pas, change-moi ça. » La fiducie sans droit de regard, dans le contexte qui nous intéresse, la personne qui crée n'a aucun droit de donner des directives. Alors, une fiducie sans droit de regard, c'est celle où vous ne pouvez absolument rien faire. Vous êtes là, vous avez confié, et tout ce que vous recevez, c'est un rapport annuel. Ça, c'est vous, en juin 2009, et aujourd'hui, encore une fois, vous venez très clairement de l'étayer et de nous le confirmer, comme vous l'aviez fait dans votre lettre du 10 mars dernier 2015. Il reste quelques secondes. On aura l'occasion de débattre de d'autres éléments, mais je pense que très clairement,
il était important ici de mentionner ce que vous disiez déjà dès 2009. Alors, M. le Président, ça conclut ce bloc-là. Je reviendrai, M. Bisson. On pourrait ne pas être d'accord avec moi, mais on serait d'accord que je suis constant dans mes opinions. Tout à fait. Je vous remercie. Ça complète ce premier bloc d'échange. Et Monsieur le député de Lafontaine, à vous la parole. Pour 9 minutes, je crois, M. le Président. On peut rien vous cacher. Oui, bon, parfait, merci. Monsieur Bisson, Maître Bisson, vous avez été juge pendant 25 ans, de 1969 à 1994. 96. 96. 96, pardon. Vous me rajeunissez, là, 94, 96. Alors, que d'expérience. On parlait un peu plus tôt sur ces contrats, ces actes juridiques qui sont la fiducie, le mandat. Vous en avez vu passer, vous avez dû en interpréter et appliquer le Code civil du Bas-Canada, qui est devenu le Code civil par la suite en 1994. On vous a cité des exemples. On a parlé du Code du député David Wessel avant le Code actuel qui a été adopté en 2010. Au niveau de la pertinence, quant à l'interprétation d'un texte qui allait être mis en application dans l'année qui suit, comment jugez-vous la pertinence de ce débat-là quant à essayer de débusquer l'intention du législateur un an avant par un cas de jurisprudence quand la loi n'était pas encore en vigueur? Comment qualifieriez-vous cette façon de fonctionner? Bon, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Hein. Je souligne qu'il y a une loi qui est entrée en vigueur en partie le 1er janvier, ou non, même au mois de décembre, certains articles. Hein. Là, avant ça, il n'y avait pas de loi. Il y avait la loi de l'Assemblée nationale qui était très squelettique sur la question des conflits d'intérêts. Alors, seriez-vous d'accord avec moi que le fait de reprendre cette jurisprudence-là, appelons-le ainsi, pour essayer d'interpréter un texte qui a été mis en application, mais après, et sur le plan juridique, pour rester poli, extrêmement questionnable et injustifiable? Alors, je ne me prononce pas. Non. Monsieur Maître Bisson, on parlait de fiducie et mandat sans droit de regard. Les termes sont importants ici. On dit soit par le véhicule de la fiducie, soit par le véhicule du mandat, dans les deux cas, sans droit de regard. Le commissaire à l'éthique, et vous avez sûrement lu sa note d'information de février 2014, qui a été publiée le 3 mars 2014, avant le déclenchement des élections. Le février 2014, le commissaire à l'éthique précisait cette expression fiducie et mandat sans droit de regard, l'appliquait aux deux véhicules, fiducie ou mandat sans droit de regard, et disait, je le cite, « Dans tous les cas, il est interdit de s'adresser aux membres de l'Assemblée nationale pour obtenir des directives ou des conseils sur la gestion des biens qui ont été transportés ou leur aliénation. » Dans votre opinion que vous avez écrite, et le 10 mars 2014, vous parlez, une année après, de l'expression sans droit de regard. Donc, indépendamment de la fiducie ou du mandat, vous nous dites, et j'aimerais vous entendre là-dessus, et je vous cite, « L'application intégrale du qualificatif, et là vous le mettez entre guillemets, sans droit de regard, est la seule façon d'atteindre cet objectif. » Alors, êtes-vous d'accord avec moi que ce qui est important, que ce soit tantôt la fiducie ou tantôt le mandat, ce qui est important, c'est que ce soit sans droit de regard, dans le code actuel, et qu'en ce sens-là, d'interdire de vendre, ce serait avec droit de regard, donc qui ne tiendrait pas la route en vertu de l'article 45. Bien, oui, c'est ça, sans droit de regard, c'est sans droit de regard. Et si c'est un mandat, y a-t-il plus le droit de regard ou non, c'est la même chose? Bien, non, sans faire le mandat, pour le moment, là, il y a toujours été question de fiducie sans droit de regard, hein? Et le mandat, encore une fois, comme je dis, c'est plus permissif qu'une fiducie. Alors, ce qui vaut pour la fiducie, à plus forte raison, vaut pour le mandat. Peut-être à plus forte raison. Bien, parce que c'est plus permissif. Un mandat, c'est plus large, là, pour comment le fiduciaire peut naviguer avec le mandat. Beaucoup plus large qu'un... Je comprends votre point. Oui. Le mandat est beaucoup plus large que la fiducie au départ. Oui. La fiducie au départ est plus restrictive que le mandat. Oui. Quand on dit fiducie sans droit de regard, on fait un pas qui est moins loin que de dire mandat, qui est plus permissif, mais sans droit de regard, là, on exige un pas sans droit de regard qui est plus long à faire dans le cas du mandat. Oui. C'est ça que vous dites? Oui. Je viens de comprendre. Parce que vous avez dit un peu plus tôt, le mandat est plus permissif. Comme si un mandat sans droit de regard, là, il peut dire, vous ne vendrez pas mes actions. Vous dites non. A fortiori, si dans le cas du mandat qui est plus permissif, on dit,
sans droit de regard, là, il est clair qu'il ne pourra pas interdire la vente. C'est ce que vous dites. Enfin, c'est ça. C'est sans droit de regard qui fait foi de tout. Hein? Merci beaucoup. Maintenant, la nature médiatique, il est important, ça fait partie de la recommandation 23 du commissaire à l'éthique. Vous parliez d'un concept un peu plus tôt, et j'ai eu l'occasion de vous lire dans une entrevue que vous donniez au niveau de l'influence. Prenons pour acquis qu'une personne est dans la légalité. Il est ministre, il a de nombreuses actions de différentes compagnies, dont médiatiques. Il a mis en place un mandat ou une fiducie sans droit de regard. Dans les deux cas, ça veut dire qu'il ne peut pas interdire de vente. Alors, le ministre, fiducie ou mandat sans droit de regard. Mais là, vous ajoutez l'importance aussi de se questionner, même si les actions sont dans une fiducie sans droit de regard, vous vous dites, quand vous êtes propriétaire, et je vous cite, ça c'est le 11 mars 2014, quand vous êtes propriétaire d'une majorité d'actions, vous exercez toujours une certaine influence, ne serait-ce que morale. J'aimerais vous entendre là-dessus pour éclairer nos travaux sur, même prenant pour acquis que la personne est légale, sans droit de regard, il demeure pas moins, et c'est un concept que vous nous invitez, j'imagine, sur lequel vous nous invitez à réfléchir, que s'il est propriétaire, et je vous cite, d'une majorité d'actions, vous exercez toujours une certaine influence, ne serait-ce que morale. Et j'aimerais vous entendre là-dessus sur cet aspect-là de votre réflexion. C'est un aspect qui peut être assez subjectif. Hein? J'aime mieux, pour les fins de ma présentation et de mes discussions aujourd'hui, de m'en tenir au texte du Code et ce qui est inscrit là. Alors, le rayonnement ou l'atmosphère que ça peut créer, là, je préférerais ne pas entrer dans ce domaine-là parce que ce n'est pas de ma compétence, comme peut l'être la question juridique. OK. Et, Monsieur le député. Une minute. 2 minutes. 2 minutes, oui, merci beaucoup. Au niveau, vous avez lu évidemment le rapport du commissaire à l'éthique, le commissaire à l'éthique, 23 recommandations. Il parlait de certains cas exceptionnels et il nous invitait, nous, parlementaires, là, les 125 parlementaires, 123, bientôt 125, à se questionner sur ces 23 recommandations. C'est ça l'objet du débat aujourd'hui pour lequel on vous demande de nous donner votre opinion. Recommandation 23, il disait « La nature, faites attention, nature médiatique, il y a un élément, un astérix là qui devrait nourrir votre réflexion et l'importance. Un député qui est actionnaire d'une compagnie versus un autre député qui est actionnaire de 100 compagnies. Alors, médiatique, importance, pour vous, là, bientôt 19 ans jurisconsulte, quel éclairage avez-vous à donner aujourd'hui avec votre expertise aux parlementaires qui doivent aborder cette importante question? Écoutez, il faut toujours faire attention, vous le savez, vous êtes le législateur, toujours attention à des situations qui peuvent être hors de l'ordinaire et de légiférer généralement pour ces situations-là. Je ne n'irai pas plus loin à dire ça, mais il faut faire attention avant de légiférer sur des situations exceptionnelles. Et dans ce contexte-là, de façon plus précise, pouvez-vous nous dire si votre expertise, justement, les cas que vous avez eu à rencontrer, parce que lorsque l'on parle d'un actionnaire, corrigez-moi si j'ai tort, mais un actionnaire majoritaire, évidemment, ce n'est pas comme d'être actionnaire minoritaire. Ça, vous l'avez constaté, il y a une différence nette, n'est-ce pas, en termes d'influence que l'on a sur la compagnie. On revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je préférerais m'en tenir au texte juridique et aux arguments que j'ai développés que de parler d'atmosphère ou d'influence. Merci. Je reviendrai, Monsieur le Président. Mon temps est terminé sur le prochain bloc. Effectivement, ça complète. Monsieur le député de La Fontaine. Pour 8 minutes, Monsieur le Président. Oui. Monsieur le juge Bisson, je ne sais pas combien de temps je vais être député. Ça fait 3 ans que je le suis. Puis comme député, je dis toujours que demain matin, il faut être prêt à perdre son emploi. Comme député, on représente sa population. On le fait à la mesure de ses capacités. Il faut se tenir debout, il faut se tenir droit. Et ce qui s'est passé il y a quelques minutes, l'échange que vous avez eu avec le leader de l'opposition officielle, m'a troublé. Et ce n'est pas arrivé souvent dans les 3 dernières années. Et j'ose espérer que dans les, je ne sais pas, quelques mois, années que j'aurai à siéger ici à l'Assemblée nationale, c'est des choses qui ne se répéteront pas.
Comme député, moi, député de La Fontaine, en vertu de l'article 6 de la loi sur l'Assemblée nationale, je dois respecter les institutions. Monsieur le juge Bisson, vous avez été juge à la Cour supérieure, vous avez été juge à la Cour d'appel, vous avez été juge en chef de la Cour du Québec, Cour d'appel du Québec, et vous avez été juge donc pendant 26 ans et une institution pendant 19 ans, à savoir notre jurisconsulte. Pendant toutes ces années, vous avez siégé comme juge, vous avez agi comme jurisconsulte. En 2009, vous disiez, vous donniez à peu près une vingtaine d'avis par année, bon an, mal an. Et aujourd'hui, on vient de vous dire que le chef de l'opposition, il n'a plus confiance en vous. C'est la première fois, je suis certain qu'on vous dit ça en pleine face, monsieur le jurisconsulte. Depuis quelques mois, on remet en question votre intégrité et on remet en question votre exercice de votre devoir. Vous auriez manqué à la confidentialité. Question de règlement. Ici, le député nous prête des intentions qui ne sont pas du tout les nôtres. Alors, je pense qu'il doit attaquer son intégrité. Alors, je comprends le point. Je peux demander peut-être au député de La Fontaine de... En fait, pour reprendre l'expression de votre collègue, d'être plus factuel plutôt que d'éviter de laisser entendre qu'on a prêté. Monsieur le juge Bisson, on vous a dit que le chef de l'opposition officielle n'avait plus confiance en vous. Ça, c'est factuel. On l'a tous entendu. Que vous n'auriez pas respecté votre devoir de confidentialité. On vous dit que vous avez donné un avis qui touchait le chef de l'opposition officielle et qu'en ce sens, il n'avait plus... Vous ne bénéficiez plus de sa confiance. Vous êtes une institution, on doit respecter l'institution et c'est le devoir du député de faire en sorte, dans ses actes et dans ses paroles, de respecter les institutions. Monsieur Bisson, Maître Bisson, Monsieur le juge Bisson, jurisconsulte, j'aimerais vous donner l'occasion de répondre à cette accusation qui, avec les nombreuses années comme juge et comme jurisconsulte, c'est la première fois qu'on vous lance ça au visage. Je ne peux pas faire autrement que de vous donner l'occasion de répondre à la question. Avez-vous dans votre âme et conscience l'impression que vous avez trahi à votre fonction par l'opinion que vous avez rendue le 10 mars 2015? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ça fera 19 ans le 19 juin que je suis jurisconsulte. On n'aura pas à m'endurer encore pour un autre 19 ans. C'est ce que je veux simplement répondre ceci. J'aimerais, Monsieur le Président, on veut être factuel, j'aimerais déposer, avec le consentement des collègues, la lettre du leader du gouvernement du 26 février 2015 qui demandait l'opinion à notre jurisconsulte. J'aimerais la déposer, Monsieur le Président, pour y constater. Y a-t-il le consentement? Je ne sais pas si on doit demander le consentement. Non, c'est une des rares prérogatives du président de la Commission de décider seul du dépôt d'un document. Alors, j'en fais le dépôt, Monsieur le Président. Alors, on va la déposer. Je pense que c'est un document qui a été diffusé. Oui. Et évidemment, ce sera rendu public. Monsieur le Président, on désire que ce soit rendu public. Monsieur le jurisconsulte, pouvez-vous nous préciser, dans cette lettre-là et dans l'opinion qu'on vous a demandée, en vertu de l'article 108, est-ce qu'il est fait mention, et dans votre rédaction de l'opinion, faites-vous mention du député de Saint-Jérôme, d'un député en particulier? Aucunement. Pardon, je ne sais pas. Aucunement. Est-ce que vous aviez, parce qu'on vous a lu le devoir de confidentialité du commissaire lorsqu'il donne une opinion à un collègue sur son cas particulier, de respecter la plus haute confidentialité, est-ce que vous, Monsieur le juge Bisson, jurisconsulte, est-ce que dans le cas de l'application de l'article 108, où on ne vous demande pas une opinion sur un collègue, aviez-vous une telle obligation de confidentialité? Bien, j'ai une obligation de confidentialité, oui. Encore une fois, le propriétaire de l'avis, c'est celui qui l'a demandé et reçu. Alors, c'est lui qui peut le rendre public. C'est ce qui s'est produit. Et l'éclaircissement que vous donniez le 10 mars 2015, qui participe évidemment de la note du commissaire un an plus tôt sur les fiduciers et mandats sans droit de regard, pensez-vous que c'est un éclaircissement qui peut être valide pour les 125 députés ou ça touche réellement qu'un seul député? Bien, ça peut être... C'est valide pour tous les députés qui seraient dans la position qui a été définie là, dans la lettre qui a été demandée. D'ailleurs, que je récite dans ma lettre, je dis ce qui m'a été demandé. Hein. Bon, c'est valide pour tout le monde.
Vous avez dit un peu plus tôt que vous parliez régulièrement au commissaire. On a cité un extrait du commissaire un peu plus tôt, laissant entendre que probablement le commissaire, et ça c'est ce qui est sorti un peu plus tôt, le commissaire aurait mis en question justement ce devoir-là de confidentialité. Avez-vous une conversation avec le commissaire quant à ce devoir de confidentialité appliqué à votre lettre du 10 mars 2015? Non, non. Je dis bien dans ma lettre que mon opinion ne lie pas le commissaire, hein? Dans la lettre que vous avez du 10 mars, que mon opinion, comme la loi le prévoit, ne lie pas le commissaire. Mais on en a sûrement parlé, sans aucun doute, pas avant l'opinion, parce que l'opinion, je la donnais à un membre du conseil exécutif, mais par la suite, oui. Et vous aviez noté que dans l'opinion du commissaire publiée le 3 mars 2014, il disait à la fin: « Le jurisconsulte et le commissaire peuvent être consultés sur toute question concernant la présente note d'information, donc qui touchait les fiducies et mandats sans droit de regard. » Monsieur, j'allais dire monsieur le jurisconsulte, je vais peut-être dire monsieur le juge, en vertu de la règle de la pertinence, quand une partie traite d'un sujet et qu'il n'y a pas d'objection quant à la pertinence, évidemment, l'autre partie peut aborder le sujet. Je vous demande d'appliquer cette logique lorsqu'on a cité de l'autre côté l'article du 11 mars 2014 de la presse et qu'on a cité vos propos, 11 mars 2014, où vous disiez notamment, et j'aimerais vous entendre là-dessus parce que vous avez répondu à mon collègue, alors j'aimerais que vous puissiez répondre à ça aussi, vous disiez notamment qu'une entreprise médiatique n'est pas comme une entreprise de petits pois, une entreprise également de fruits en conserve. Vous le disiez dans une autre entrevue en octobre 2014. En quoi une entreprise médiatique est un défi particulier par rapport à tout autre type d'entreprise dans le contexte qu'on connaît? Bien, les médias intéressent toute la population du Québec, tandis que les entreprises de conserve, bien, ça n'intéresse pas grand monde, sauf pour les manger. 45 secondes. Monsieur le jurisconsulte, on a dit que lui, le commissaire, devait éviter tout sujet qu'il ne touchait pas. Par contre, j'aimerais vous entendre sur vous l'avez entendu sur mon témoignage, où il parlait de la nature médiatique et il disait on peut, par la nature médiatique, tenter de dorer son image ou de nuire à l'image d'autrui. Vous avez entendu le commissaire faire ce commentaire, qu'en pensez-vous? J'ai entendu, moi, le commissaire? Ou l'audition du commissaire lorsqu'il a affirmé cela la semaine passée? Non, non, pas du tout. J'ai entendu des bribes que nous donnait la télévision, mais pas plus que ça. Okay. Je vous remercie beaucoup, monsieur le jurisconsulte. Ça complète, je vous remercie.